Je m'appelle donc Fabrice Santoro, je suis né le 9 décembre 1972 et j'ai été tennisman professionnel pendant 21 ans. J'ai eu la chance de participer à 3 Olympiades, Barcelone en 92, Sydney en 2000 et Athènes en 2004. Le tennis était sport de démonstration en 1984 à Los Angeles, c'est devenu sport olympique en 88 à Séoul. Au fil des années, c'est vraiment un sport qui a trouvé sa place aux Jeux Olympiques, même si elle est discutable selon moi, car je considère que les Jeux Olympiques devraient être réservés aux sports dont la médaille d'or représente leur Graal, et ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, pas encore au tennis, où remporter un tournoi du Grand Chelem est supérieur à une médaille d'or. En fait, mes participations n'étaient que du bonheur. À chaque fois, j'en ai profité pleinement. J'ai pu échanger avec les meilleurs sportifs du monde. Je tenais bien évidemment à être au village olympique. À aucun moment, je me suis dit « Ah, nous les tennisman, on va dormir à l'hôtel ». Non, non, non. On était en village olympique avec tout le monde. Et je me souviens notamment de tous les passages à la cafétéria où on se retrouve entouré des meilleurs sportifs de la planète. En 1992 à Barcelone, j'arrive aux accréditations avec les autres tennisman français en même temps que la Dream Team de basket américaine, avec donc Jordan, Johnson, Barkley, Pippen, etc. Donc ce sont des images que je n'oublierai jamais. J'ai abordé les Jeux Barcelone un peu différemment parce que j'avais que 19 ans. Donc j'étais vraiment un bébé qui débarquait et je me souviens avoir notamment soutenu Marie-Jo Pérec, qui était vraiment à son top à l'époque. Après, j'avais peut-être un peu plus de maturité en 2000 et 2004 à Sydney et Athènes. Mais à chaque fois, lorsque j'étais appelé par ma fédération pour y participer, j'étais l'homme le plus heureux. Alors, peu de gens le savent, mais lorsque j'ai participé à mes premiers Jeux Olympiques, donc à Barcelone en 92, j'ai atteint les quarts de finale. Et dans ce quart de finale, face à Goran Ivanisevic, j'ai eu 2 balles de match. Donc j'ai été à un petit point d'une médaille de bronze. C'est passé un peu inaperçu parce que j'avais que 19 ans, parce que peut-être le tennis était moins important à l'époque. Et c'est pas une anecdote qui a été retenue par les médias. Mais moi, je l'ai quand même un peu en travers de la gorge parce que je suis passé à un petit point seulement et c'est rien. En 1992, lorsque je m'apprête à disputer mon premier match aux Jeux Olympiques de Barcelone, je suis un enfant. Voilà. Même si professionnellement, je suis très en avance. Je dis ça en toute modestie, mais voilà, je suis peut-être 30 ou 40e mondial, donc ce qui est très bien à 18 ans. Je reste un enfant pour tous les autres aspects de la vie. Et je sens quand même le poids du pays, la responsabilité. Ce que je n'ai pas dit ou pas osé dire, c'est qu'avant de jouer Goran Ivanisevic, j'avais battu Boris Becker au tour précédent. Donc c'était quand même Dieu. Parce que Boris, en 92, avait déjà gagné plusieurs Wimbledon, il était numéro 1 mondial, enfin. Et puis l'attente de tout un pays, hein, c'était vraiment Dieu en Allemagne. Donc il y avait cette victoire et la déception derrière. Mais j'étais vraiment un enfant avec des étoiles plein les yeux et qui croquait à pleines dents ces jeux en ayant quand même conscience de la chance que j'avais. J'ai participé aux Jeux Olympiques également en double, à l'époque où avec Mickaël Laudrat, on avait de bonnes chances d'être médaillés. Mais non. En fait, ça peut un peu surprendre, mais c'est un rythme habituel pour nous, les joueurs de tennis, tout au long de l'année, sur les différents tournois auxquels je participais, tournois ATP ou les tournois du Grand Chelem. J'étais souvent amené à jouer un simple et un double dans le même jour. Ce sont des journées qui sont très difficiles sur le plan physique, parce qu'en fait, et le plan mental, parce qu'on se réveille, je sais pas, à 6-7 heures, et on est dans sa bulle, concentré en gros de 7 heures à 21h, 22h, 23h, avec l'échauffement, le réchauffement avant le match, le simple, les repas, la récupération, le double en fin de journée, les soins derrière. Donc en fait, ce sont des journées qui sont extrêmement longues. C'est important dans le parcours d'un athlète d'avoir cette chance de participer aux Jeux Olympiques. Parce que moi en tant que tennisman, je considère cette aventure comme très différente des autres. Il y a vraiment le circuit individuel toute l'année, les Jeux Olympiques et la Coupe Davis, voilà, où on est vraiment avec le survêtement de l'équipe de France, on défend les couleurs du pays, alors que finalement, tout au long de l'année, l'aventure est extraordinaire, mais on joue pour nous. On n'est pas en plus comme des footballeurs, on n'appartient pas à un club, à un président, à un actionnaire.
Nous, on est des chefs d'entreprise, travailleurs indépendants, on mène notre barque, on s'entraîne avec qui on veut, on joue les tournois auxquels on souhaite participer. Et il n'y a pas cette appartenance qu'on peut retrouver dans les sports co. Je n'ai jamais eu de coach mental pendant les Jeux Olympiques. D'autant plus que 92, à la fin des années 90, le côté mental était un peu tabou. Ça ne l'est plus aujourd'hui parce qu'on aborde vraiment le sujet dans le sport de haut niveau avec un vrai besoin de soutien psychologique parce que la pression est importante, les enjeux sont bien plus lourds que par le passé. Et puis, il y a quand même un paramètre qui a énormément changé la vie des sportifs ou la vie des gens en général, quel que soit leur univers, ce sont les réseaux sociaux. Et donc, les sportifs, mais les personnalités en général, sont bien plus exposées et malmenées qu'à une certaine époque. À Barcelone, je n'avais même pas de téléphone portable. Donc, on parle quand même d'une autre époque. Mais c'est vrai qu'en 1992, la vie était totalement différente. Notre manière de communiquer n'était pas la même. Notre manière de se déplacer était différente, notre quotidien n'avait rien à voir. Quand on était en salle d'attente dans un aéroport, on avait un livre, maintenant on fait. L'aspect psychologique est devenu essentiel chez les sportifs de haut niveau, donc aujourd'hui les fédérations en ont pris conscience, et que ce soit dans le tennis, dans tous les autres sports, il y a un suivi, un soutien, parce qu'il y a énormément de troubles, de burn-out dans le sport de haut niveau avec des sportifs qui explosent en vol parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. J'ai jamais ressenti, même si à certains moments de ma carrière, j'ai eu un suivi psychologique avec notamment de la sophrologie, de la visualisation qui m'a énormément aidé. J'avais pas le suivi que peuvent avoir certains sportifs aujourd'hui parce qu'on ne parlait pas de burn-out, on ne parlait pas d'insultes, de maltraitance que les sportifs peuvent avoir aujourd'hui, encore une fois par les différents réseaux. Moi, je pouvais être malmené par la presse écrite, mais on s'en remet vite. Aujourd'hui, la pression est devenue colossale parce qu'il y a les sportifs, les réseaux sociaux, les sites de paris. Et quand on met tout ça dans un même saladier et qu'on remue, ça crée de grandes catastrophes. Si c'était à refaire, j'aurais gagné la balle de match face à Goran Ivanisevic en 92 à Barcelone. Il faut savoir une chose, c'est que dans ce match, j'ai bu 10 litres. J'ai bu 10 litres d'eau. Il faisait 40 degrés en plein mois de juillet à Barcelone. Je précise sans aller aux toilettes. Imaginez donc la dépense sur un match de 5 heures. Et puis il y a cette balle de match, effectivement. Alors je m'en souviens comme c'était hier. Il a servi 2 aces tout simplement. Bon, c'était le meilleur serveur du monde. Et c'était à une période très particulière de sa vie, puisqu'en 1992, il y avait un conflit en Yougoslavie. Et il s'était engagé auprès de la Croatie de revenir au pays avec une médaille. Donc Goran était prêt à tout donner, à mourir pour son pays. Et il a ramené la médaille, donc bravo à lui. Alors, encore une fois, malgré la déception de ne pas avoir une médaille, je garde que des bons souvenirs de ces expériences qui sont différentes de ce qu'on vit sur le circuit. Et on a vu parfois des sportifs, notamment dans le tennis, refuser des sélections aux Jeux Olympiques. Pour moi, ce sont des décisions incompréhensibles. Ce sont des expériences qu'il faut vivre. C'est vraiment enrichissant d'avoir cette possibilité de parler aux meilleurs sportifs de la planète qui sont à la cantine avec leur plateau repas. On peut leur poser une question, les croiser tout simplement. Et c'est un vrai privilège. Je pense que c'est important pour un sportif de participer aux Jeux Olympiques et d'y aller avec la plus belle, la plus grande ambition, de se dire que tout est possible. On a une énergie supplémentaire, je pense, quand on joue pour son pays. Et puis après, il y a l'énergie de la délégation, du village, des anneaux olympiques. Donc préparez-vous au mieux, donnez tout pendant la compétition et surtout quittez les Jeux Olympiques sans avoir le moindre regret. Je ne sais pas si j'ai des regrets sur les conseils qu'on a pu me donner, mais moi, d'une manière générale, sur les Jeux, et comme sur l'ensemble de ma carrière, je dis souvent que j'aurais aimé savoir à 20 ans ce que je savais à 30, ou à 40, ou à 50. J'aurais été bien meilleur, mais malheureusement, c'est le temps qui nous amène l'expérience, ce sont les échecs qui nous font avancer, et tout
tous les échecs que j'ai pu connaître dans ma vie m'ont permis d'être meilleur par la suite. J'ai pris ma retraite en janvier 2010, donc ça fait déjà 15 ans. Depuis que j'ai changé de vie professionnelle, je suis très actif, j'ai un pied dans le tennis, avec 3 mois de commentaires par an, essentiellement sur beIN Sport, mais aussi sur Prime. J'ai coaché à une époque, j'ai adoré cette expérience d'entraîneur. Et puis, je fais d'autres choses en dehors du sport, un peu, voilà, je me suis passionné de finance. Donc, voilà, je passe... l'activité qui me prend le plus de temps aujourd'hui est la finance. Je suis un peu accro au trading.